Ce fleuve qui s'écoule paisiblement au pied des contreforts de l'Himalaya, c'est le Brahmapoutre, le fils de Brahma. Après avoir traversé le sud-est du Tibet où il prend sa source, et avant de rejoindre le Gange au Bangladesh, le Brahmapoutre traverse l'Inde sur près de 800 km, dessinant la large et fertile vallée de l'Assam. Avec ses milliers de plantations étagées sur les collines dominant le Brahmapoutre, l'Assam est le grenier à thé de l'Inde. C'est aussi le pays du tantrisme, l'une des branches mystiques et érotiques de l'hindouisme. Longtemps fermée aux étrangers, l'Assam s'ouvre doucement au tourisme. En compagnie de quelques privilégiés, nous avons embarqué à bord du Charedyu pour un étonnant voyage sur le Brahmapoutre, au cœur de l'Assam. Shibsagar. Centre de l'économie du thé en Assam, cette petite ville des bords du Brahmapoutre fut au XVIIIe siècle la capitale de la dynastie Ahom, qui contrôla le pays pendant près de 600 ans. Originaires de Birmanie, les Ahom se convertissent à l'hindouisme et consacrent de nombreux temples au dieu Shiva. Haut de 33 mètres, le Shivadol est le plus célèbre d'entre eux. Les jeunes mariés, comme les couples plus âgés, viennent se recueillir dans ce temple. La plupart d'entre eux vénèrent le dieu Shiva. Les jeunes mariés viennent prier pour leur fécondité. Jeunes hommes et jeunes femmes ont chacun de bonnes raisons de vénérer le dieu. Les filles prient pour trouver de beaux et gentils garçons, et les garçons pour trouver de jolies filles. C'est pour cela qu'ils viennent prier. Quand on entre dans le temple, on fait sonner les cloches. Une façon d'informer le Govokriya que nous arrivons. Les pèlerins honorent Shiva en lui faisant des offrandes ou en l'aspergeant d'eau, comme le veut la tradition. Il existe, dit-on, plus de 1000 représentations de Shiva, mais la plus répandue, c'est le lingam, le phallus qui symbolise le principe créateur. Le Charedyu a quitté Shibsagar et commence sa descente du Brahmapoutre. Nous sommes à la fin de la saison sèche. Il n'y a presque plus assez d'eau pour naviguer. Les bancs de sable affleurent un peu partout à la surface du fleuve, obligeant l'équipage à encore plus de vigilance. Après quelques heures de navigation, nous approchons de l'île de Majuli, notre première escale. Sous la pression du courant, les rives évoluent en permanence. Cette instabilité et la fragilité du sable obligent les marins à trouver des points d'amarrage très loin du rivage. Malgré cette érosion permanente, l'île de Majuli demeure la plus grande île fluviale du monde. C'est à bord du Country Boat,
une embarcation locale servant d'annexe au Charédiou, que nous prenons la direction du village de Majouli. Au travers de l'Assam, il y a des centaines de temples consacrés aux divinités de l'hindouisme. Mais les 22 satras, les monastères de Majouli, ont une histoire bien singulière. Ils ont été fondés au XVe siècle par le poète et philosophe Shankardeva. Depuis cette époque, les moines de Majouli honorent Vishnu au travers de la danse, de la musique et de la poésie. Au satra de Chamaguri, les moines se consacrent à la fabrication des masques représentant les divinités du Mahabharata ou du Ramayana, les deux grandes épopées de l'hindouisme. La structure du masque est d'abord fabriquée en bambou. On réalise la forme du masque avec le bambou. Puis on l'attache avec du rotin. Ensuite, on met du tissu et on colle le masque avec une sorte d'argile. Une fois que l'on a bouché tous les interstices, on commence à lui donner sa forme avec une mixture de bouse de vache et d'argile. On peut lui donner la forme de n'importe quel personnage. Par exemple, les visages des démons Asura ou de Garuda. Une fois tout cela terminé, on laisse sécher. Quand c'est bien sec, on le couvre de tissu et d'argile. C'est seulement après qu'on le peint. Les masques s'inspirent des personnages des épopées mythologiques. On les utilise pour le Bhaona, la danse théâtrale. Tout personnage qui ne peut pas être interprété par un comédien à visage découvert est interprété par un acteur qui porte un masque. Durant la journée, les moines de Majouli mènent une vie normale, cultivant leur jardin ou s'adonnant à des tâches domestiques. Les moments forts de la journée demeurent cependant la prière et la pratique de leur art. Au satra de Benguenahati, il s'agit de la musique et de la danse. On emmène principalement des garçons au satra. On les y emmène quand ils sont très jeunes, à 5 ou 6 ans, et parfois même à partir de 3 ou 4 ans. Ils y vont pour suivre un entraînement de danse, de musique et pour faire du matirakora, des exercices physiques. Apprendre et intégrer ces activités quand on est jeune est plus facile. Quand on grandit, les os sont plus lourds et ça devient plus difficile. Alors on préfère entraîner les garçons pendant qu'ils sont jeunes.
Il y a des expressions de la main, comme ça, ou encore comme ça. Certaines miment le feu, d'autres l'eau, et d'autres représentent la terre, l'air, et bien d'autres choses encore. Chacune de ces expressions transmet différents messages spirituels. Le mode de vie des habitants de Majuli ne ressemble à aucun autre, parce qu'ici, on est sur une île au milieu du fleuve. On ne peut pas décider de se rendre dans les villes de Jorat ou Lakhimpur comme ça. On doit traverser le fleuve pour se rendre quelque part. Mais les habitants sont contents, surtout l'été, quand l'eau du Brahmapoutre monte et qu'elle fertilise les terres agricoles. Le char-idiot a repris sa route. Notre progression est lente. À observer les rives qui s'effondrent dans le fleuve, on comprend la prudence du capitaine. On n'utilise pas de carte. On en a toujours une avec nous et on ne s'en sert jamais. On navigue avec ce que l'on voit, en suivant nos repères. Pour naviguer, il faut 3 personnes sur le pont. D'abord, il y a le capitaine, c'est-à-dire moi-même, puis Sukhani, l'assistant du capitaine, et enfin le pilote. Le capitaine a la responsabilité du moteur. Si jamais on reste coincé sur un banc de sable, ou si on est dans une situation qui nécessite de devoir larguer les amarres, de se mettre en stand-by, alors je donne mes ordres à la salle des machines. C'est ça le rôle du capitaine. Si le capitaine respecte les escales prévues au programme, il lui arrive aussi de s'arrêter en chemin au gré de ses envies. C'est ainsi que nous accostons à Bokadouar, un paisible village de pêcheurs et d'agriculteurs. Comme dans tout le reste de l'Inde, l'aliment de base, c'est le riz. Après avoir fait sécher les grains au soleil, on les écrase pour en faire de la farine. Une seule classe, des installations sommaires, l'école de Bokadouar ressemble à toutes les écoles de campagne. Les élèves habitent parfois très loin. Pour le directeur, les principales difficultés arrivent avec la saison des pluies. Quand le Brahmapoutre est en crue, on a de très gros problèmes. Ça devient plus difficile pour les professeurs.
Le fleuve devient dangereux pour les petits bateaux, car la crue provoque de grosses vagues qui peuvent les faire couler. Parfois on perd nos vélos et parfois pire, les bateaux coulent. Lorsque l'eau monte, c'est une situation particulièrement difficile pour les élèves, car ils mouillent leurs sacs sur le chemin de l'école. Dans certains cas, quand le niveau de l'eau s'élève dans le fleuve, il arrive parfois que les élèves soient obligés de faire leurs devoirs sur des toits de fortune. Les caprices du fleuve, qui préoccupent tant le directeur, font partie du quotidien des habitants de Bocadouar. Et nombreux sont les élèves qui, dès leur plus jeune âge, partent à la pêche avec leur père ou leur grand frère. Pour tous les habitants, le Brahmapoutre, c'est la source de vie. Ah, j'aime beaucoup le Brahmapoutre. C'est pratique pour se baigner, pour l'agriculture. Il nous donne de l'eau. Et en plus, on peut pêcher, donc on peut avoir à manger. C'est pour ça que j'aime le Brahmapoutre. En fin d'après-midi, nous quittons Bocadouar et poursuivons notre descente du Brahmapoutre. Le commandant s'approche lentement d'un joli banc de sable. C'est là que nous allons passer la nuit. Travail pour les uns, détente pour les autres, instant magique pour tous. En foulant le sol de cette île jetée au milieu du fleuve, nous avons le sentiment de pénétrer un monde inconnu. Un monde éphémère appelé à disparaître dans les prochaines crues du Brahmapoutre. Au petit matin, nous reprenons le cours de notre navigation.
Les plaines qui, depuis le début de notre voyage, bordaient le Brahmapoutre s'effacent peu à peu, remplacées par de petites collines recouvertes d'une épaisse végétation. Nous approchons du parc national de Kaziranga. Depuis son classement en 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc de Kaziranga attire un nombre croissant de visiteurs. On peut le parcourir en véhicule tout-terrain, mais pour observer la faune, rien ne vaut une balade à dos d'éléphant. Celui-ci, je l'ai depuis qu'il est bébé. Je travaille avec mon éléphant. Le mois d'avril est terminé. Maintenant, il va falloir trouver une autre activité. Abattre des arbres ou autre chose, n'importe quoi d'autre, selon ce qu'il y a à faire. Chaque éléphant reconnaît la voix de son mahout, celui qui le guide au quotidien. Donc si une autre personne l'appelle, il ne l'écoutera pas. Il ne suivra pas ses ordres et il ne bougera pas. Ce qui veut dire qu'il reconnaît la voix de celui qui l'appelle. Et si le guide a un hatiar, une corne avec lui, il arrivera à en reconnaître le son. Même si la voix vient de loin, l'éléphant pourra la reconnaître. Le parc abrite une faune d'une grande diversité. Éléphants, tigres, buffles, mais c'est le rhinocéros unicorne qui fait sa renommée. Alors qu'ils étaient autrefois des centaines de milliers, la population de rhinocéros tombe à 200 spécimens au début des années 1950. Sur les 2500 répertoriés aujourd'hui, plus de la moitié se trouve dans le parc de Kaziranga. Regardez là, il y a 2 rhinos. Il y a la mère et son petit. Vous savez, les rhinos ont besoin de manger beaucoup d'herbe. Le petit, c'est encore un bébé, il doit avoir 3 ou 4 ans. Il va rester avec sa mère pendant environ 2 ans encore. En général, les rhinos ont leur propre petit territoire. Un petit territoire, pas comme celui des tigres ou des léopards. Pesant pour les mâles plus de 2 tonnes, doté d'une peau à l'apparence d'armure, le rhinocéros a tout d'un animal préhistorique. Délaissant le 4x4, c'est à dos d'éléphant que nous poursuivons notre balade dans le parc. Le rhinocéros a l'air calme, mais c'est un animal très dangereux.
On peut s'approcher d'un rhino, mais pas trop près. Il faut garder ses distances. Parfois, il charge. Les rhinos ont l'ouïe très développée. Les éléphants barrissent très fort quand les rhinos veulent les charger. Alors le bruit est si fort que les rhinos s'enfuient. Nous avons quitté le parc de Kaziranga et retrouvé le Sharedyu qui reprend sa navigation au fil du Brahmapoutre. Sous les rayons d'un soleil retrouvé, nous nous dirigeons vers notre prochaine escale, la ville de Tezpur. Malgré l'étonnante fragilité de ses rives qui s'effondrent par endroits, le Brahmapoutre demeure un lieu de vie et la colonne vertébrale de l'activité économique de l'Assam. Avant d'arriver à Tezpur, le commandant accoste devant un petit village. Nous sommes le 15 avril, la première journée du calendrier solaire hindou. Partout en Assam, on célèbre le Rongali Bihu, la fête du printemps, une sorte de nouvel an qui s'accompagne pendant 7 jours de nombreuses festivités. Le premier jour du Bihu, les paysans prennent soin de leurs vaches qu'ils conduisent au fleuve afin de les laver avec amour. Une autre tradition consiste à leur lancer des légumes en signe de prospérité. Ça, c'est de l'aubergine et ça, de la courge amère. On chante « Mange de la courge amère, de l'aubergine, mange de la courge amère, mange du tekera ». On mange tout ce qui est là. C'est une tradition. On doit le faire chaque année. On donne ça à notre bétail. Nous, on en mange aussi le jour de Bihu.
C'est une tradition dont on a hérité. Ça contient beaucoup de bonnes choses qui protègent des maladies, comme la varicelle ou comme des allergies de peau. C'est une tradition qui se perpétue. Le Bihu, c'est la fête du printemps. Symbole du renouveau, les enfants y occupent donc une place très importante. Après la danse des enfants, celle des marins autour du cabestan ne manque pas d'allure. L'ancre est remontée, nous pouvons reprendre notre navigation en direction de Tezpur. Soudain, à l'approche de la ville, le capitaine ralentit. Le niveau de l'eau a considérablement baissé depuis son dernier passage. Il ne prend aucun risque et jette l'ancre au milieu du fleuve. C'est donc avec le country boat que nous rejoignons Tezpur. Nous ne sommes pas restés longtemps à Tezpur. Nous l'avons simplement traversé. Loin de l'atmosphère poétique des longues journées de navigation sur le Brahmapoutre ou des escales en pleine nature, ce long travelling en rickshaw au travers de la ville nous offre un autre visage de l'Inde. Un visage mosaïque où se choquent et s'entremêlent les couleurs et les sonorités, la laideur et la beauté, la trivialité et la spiritualité. Les marchés sont des lieux rares. Celui de Tezpur, où s'achève notre promenade, n'échappe pas à la règle. Il suffit de laisser vagabonder son regard pour découvrir l'étonnante diversité de la comédie humaine.
Depuis notre départ de Shibsagar, il y a maintenant une semaine, nous avons traversé la plus grande partie de l'Assam. Nous approchons désormais de Guwahati, la capitale de la province, où s'achèvera notre voyage. Avant d'arriver à Guwahati, nous faisons une dernière escale dans la petite ville de Swalkushi. Situé sur les hauteurs dominant le Brahmapoutre et la baie de Guwahati, le temple de Madan Kamdev est l'un des sites historiques les plus importants de l'Assam. Il a été construit au XIIe siècle pour célébrer Shiva et Kamadeva, le dieu hindouiste de l'amour. C'est un temple très important. Aujourd'hui encore, beaucoup de gens viennent de différents lieux pour se recueillir et demander une bénédiction du dieu Shiva. On croit que Shiva est facile à satisfaire. Dans la mythologie hindoue, Shiva bénissait tous les démons, mais cette partie du temple parle plus de l'amour. Chaque pierre a une histoire. Même si la plupart d'entre elles sont aujourd'hui des ruines, chacune d'elles a quelque chose de singulier, quelque chose d'important dans la vie quotidienne, comme l'art de faire l'amour.
Les sculptures représentent les différentes positions, celles des animaux qui s'accouplent, comme celles des humains qui font l'amour. Ces pierres racontent leur histoire. C'est la spécificité du temple. Quittant à regret ce paysage paisible et harmonieux, nous reprenons la direction de Swalkushi. Swalkushi est un centre reconnu de tissage de la soie. Derrière l'apparente modernité des boutiques installées au centre-ville, s'active tout un réseau de petits artisans travaillant dans des conditions souvent précaires. En se promenant dans les ruelles de Swalkushi, on devine, guidé par le bruit des métiers à tisser, que derrière chaque porte se cache un atelier. Swalkushi est également à l'heure du bihu. Ces jeunes filles jouent au kolbanga. Déjà pratiqué sous la dynastie Ahom, le jeu consiste, en ayant les yeux bandés, à toucher un bidon métallique à l'aide d'une baguette. C'est un jeu pour le bihu. Et comment s'appelle ce jeu? C'est le jeu du bandeau. C'est un jeu de Kolamayar. Hé, pourquoi tu regardes? Pourquoi tu triches? Ne triche pas. Ne touche pas au bandeau. Dernière navigation et ultime contrôle avant de prendre la direction de Guwahati. Le capitaine envoie le country boat en éclaireur afin de sonder le niveau de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Dans la partie du fleuve où l'on naviguait jusqu'à présent, le niveau de l'eau a changé. On s'en doutait un peu. Dernièrement, l'eau est montée et la rive s'est érodée. C'est pour ça que le passage est fermé. On doit donc aller vérifier le niveau de l'eau.
En contact téléphonique avec le pilote du country boat, le capitaine reprend sa navigation. Nous arrivons bientôt en vue de Guwahati, symbolisé par le grand pont métallique du chemin de fer qui enjambe le Brahmapoutre. S'étendant sur les rives du Brahmapoutre, Guwahati, la capitale de l'Assam, autrefois appelée la Lumière de l'Orient, est aujourd'hui une ville sans charme particulier, mais une ville très active, mêlant, comme dans toutes les métropoles indiennes, tradition et modernité. Les pèlerins qui se pressent au temple Kamakya Mandir rappellent l'attachement de Guwahati au tantrisme, l'une des branches de l'hindouisme apparue au VIe siècle dans le nord de l'Inde. J'arrive de Morgaon, un district de l'Assam. J'ai attendu pendant environ 2 heures. J'attendrai ici jusqu'à ce que les grilles s'ouvrent. Ensuite, j'irai voir la déesse mère et lui rendrai hommage. Après ça, je pourrai partir. Ces fidèles, venus faire leurs offrandes, ignorent probablement tout du tantrisme, qui repose sur la pratique des disciplines spirituelles et sur le respect du Shakti, le pouvoir conscience, conçu comme la mère divine. Ils viennent au temple faire leurs offrandes, comme des générations d'Assamais avant eux. La religion et les traditions se perdent dans la nuit des temps. Ce sont elles qui créent la magie et la beauté mystérieuse qui planent sur l'Assam comme sur le reste de l'Inde.
Nous ne sommes pas restés longtemps à Tezpur. Nous l'avons simplement traversé. Loin de l'atmosphère poétique des longues journées de navigation sur le Brahmapoutre ou des escales en pleine nature, ce long travelling en rickshaw au travers de la ville nous offre un autre visage de l'Inde. Un visage mosaïque où se choquent et s'entremêlent les couleurs et les sonorités, la laideur et la beauté, la trivialité et la spiritualité. Les marchés sont des lieux rares. Celui de Tezpur, où s'achève notre promenade, n'échappe pas à la règle. Il suffit de laisser vagabonder son regard pour découvrir l'étonnante diversité de la comédie humaine. Swalkushi est un centre reconnu de tissage de la soie. Derrière l'apparente modernité des boutiques installées au centre-ville, s'active tout un réseau de petits artisans travaillant dans des conditions souvent précaires. En se promenant dans les ruelles de Swalkushi, on devine, guidé par le bruit des métiers à tisser, que derrière chaque porte se cache un atelier. Swalkushi est également à l'heure du bihu. Ces jeunes filles jouent au kolbanga. Déjà pratiqué sous la dynastie Ahom, le jeu consiste, en ayant les yeux bandés, à toucher un bidon métallique à l'aide d'une baguette. C'est un jeu pour le bihu. Et comment s'appelle ce jeu? C'est le jeu du bandeau. C'est un jeu de Kolamayar. Hé, pourquoi tu regardes? Pourquoi tu triches? Ne triche pas. Ne touche pas au bandeau.
Malgré l'étonnante fragilité de ses rives qui s'effondrent par endroits, le Brahmapoutre demeure un lieu de vie et la colonne vertébrale de l'activité économique de l'Assam. Avant d'arriver à Tezpur, le commandant accoste devant un petit village. Nous sommes le 15 avril, la première journée du calendrier solaire hindou. Partout en Assam, on célèbre le Rongali Bihu, la fête du printemps, une sorte de nouvel an qui s'accompagne pendant 7 jours de nombreuses festivités. Le premier jour du Bihu, les paysans prennent soin de leurs vaches qu'ils conduisent au fleuve afin de les laver avec amour. Guwahati, la capitale de l'Assam, autrefois appelée la Lumière de l'Orient, est aujourd'hui une ville sans charme particulier, mais une ville très active, mêlant, comme dans toutes les métropoles indiennes, tradition et modernité. Les pèlerins qui se pressent au temple Kamakya Mandir rappellent l'attachement de Guwahati au tantrisme, l'une des branches de l'hindouisme apparue au VIe siècle dans le nord de l'Inde. J'arrive de Morgaon, un district de l'Assam. J'ai attendu pendant environ 2 heures. J'attendrai ici jusqu'à ce que les grilles s'ouvrent. Ensuite, j'irai voir la déesse mère et lui rendrai hommage. Après ça, je pourrai partir. Ces fidèles, venus faire leurs offrandes, ignorent probablement tout du tantrisme, qui repose sur la pratique des disciplines spirituelles et sur le respect du Shakti, le pouvoir conscience, conçu comme la mère divine. Ils viennent au temple faire leurs offrandes, comme des générations d'Assam. S'étendant sur les rives du Brahmapoutre, Guwahati, la capitale de l'Assam, autrefois appelée la Lumière de l'Orient, est aujourd'hui une ville sans charme particulier, mais une ville très active,
mêlant, comme dans toutes les métropoles indiennes, tradition et modernité. Les pèlerins qui se pressent au temple Kamakya Mandir rappellent l'attachement de Guwahati au tantrisme, l'une des branches de l'hindouisme apparue au VIe siècle dans le nord de l'Inde. J'arrive de Morgaon, un district de l'Assam. J'ai attendu pendant environ 2 heures. J'attendrai ici jusqu'à ce que les grilles s'ouvrent. Ensuite, j'irai voir la déesse mère et lui rendrai hommage. Après ça, je pourrai partir. On s'en doutait un peu. Dernièrement, l'eau est montée et la rive s'est érodée. C'est pour ça que le passage est fermé. On doit donc aller vérifier le niveau de l'eau. En contact téléphonique avec le pilote du country boat, le capitaine reprend sa navigation. Nous arrivons bientôt en vue de Guwahati, symbolisé par le grand pont métallique du chemin de fer qui enjambe le Brahmapoutre. S'étendant sur les rives du Brahmapoutre, Guwahati, la capitale de l'Assam, autrefois appelée la Lumière de l'Orient, est aujourd'hui une ville sans charme particulier, mais une ville très active, mêlant, comme dans toutes les métropoles indiennes, tradition et modernité.
Au petit matin, nous reprenons le cours de notre navigation. Les plaines qui, depuis le début de notre voyage, bordaient le Brahmapoutre s'effacent peu à peu, remplacées par de petites collines recouvertes d'une épaisse végétation. Nous approchons du parc national de Kaziranga. Depuis son classement en 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc de Kaziranga attire un nombre croissant de visiteurs. On peut le parcourir en véhicule tout-terrain, mais pour observer la faune, rien ne vaut une balade à dos d'éléphant. Celui-ci, je l'ai depuis qu'il est bébé. Je travaille avec mon éléphant. Le mois d'avril est terminé. Maintenant, il va falloir trouver une autre activité. Abattre des arbres ou autre chose, n'importe quoi d'autre, selon ce qu'il y a à faire. Chaque éléphant reconnaît la voix de son mahout, celui qui le guide au quotidien. Donc si une autre personne l'appelle, il ne l'écoutera pas. Il ne suivra pas ses ordres et il ne bougera pas. Ce qui veut dire qu'il reconnaît la voix de celui qui l'appelle. Et si le guide... Au petit matin, nous reprenons le cours de notre navigation. Les plaines qui, depuis le début de notre voyage, bordaient le Brahmapoutre s'effacent peu à peu, remplacées par de petites collines recouvertes d'une épaisse végétation. Nous approchons du parc national de Kaziranga. Depuis son classement en 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc de Kaziranga attire un nombre croissant de visiteurs. On peut le parcourir en véhicule tout-terrain, mais pour observer la faune, rien ne vaut une balade à dos d'éléphant. Celui-ci, je l'ai depuis qu'il est bébé. Je travaille avec mon éléphant. Le mois d'avril est terminé. Maintenant, il va falloir trouver une autre activité. Abattre des arbres ou autre chose, n'importe quoi d'autre, selon ce qu'il y a à faire. Chaque éléphant reconnaît la voix de son mahout, celui qui le guide au quotidien. Donc si une autre personne l'appelle, il ne l'écoutera pas. Il ne suivra pas ses ordres et il ne bougera pas. Ce qui veut dire qu'il reconnaît la voix de celui qui l'appelle. Et si le guide a un hatiar, une corne avec lui, il arrivera à en reconnaître le son. Même si la voix vient de loin, l'éléphant pourra la reconnaître.
Le parc abrite une faune d'une grande diversité. Pour le pont. D'abord, il y a le capitaine, c'est-à-dire moi-même, puis Soukani, l'assistant du capitaine, et enfin le pilote. Le capitaine a la responsabilité du moteur. Si jamais on reste coincé sur un banc de sable, ou si on est dans une situation qui nécessite de devoir larguer les amarres, de se mettre en stand-by, alors je donne mes ordres à la salle des machines. C'est ça le rôle du capitaine. Si le capitaine respecte les escales prévues au programme, il lui arrive aussi de s'arrêter en chemin au gré de ses envies. C'est ainsi que nous accostons à Bokadouar, un paisible village de pêcheurs et d'agriculteurs. Comme dans tout le reste de l'Inde, l'aliment de base, c'est le riz. Après avoir fait sécher les grains au soleil, on les écrase pour en faire de la farine. Une seule classe, des installations sommaires, l'école de Bokadouar ressemble à toutes les écoles de campagne. Les élèves habitent parfois très loin. Pour le directeur, les principales difficultés arrivent avec la saison des pluies. Quand le Brahmapoutre est en crue, on a de très gros problèmes. Ça devient plus difficile pour les professeurs. Le fleuve devient dangereux pour les petits bateaux, car la crue provoque de grosses vagues qui peuvent les faire couler. Parfois on perd nos vélos et parfois pire, les bateaux coulent. Lorsque l'eau monte, c'est une situation particulièrement difficile pour les élèves, car ils mouillent leurs sacs sur le chemin de l'école. Dans certains cas, quand le niveau de l'eau s'élève dans le fleuve, il arrive parfois que les élèves soient obligés de faire leurs devoirs sur des toits de fortune. Les caprices du fleuve, qui préoccupent tant le directeur, font partie du quotidien des habitants de Bokadouar. Et nombreux sont les élèves qui, dès leur plus jeune âge, partent à la pêche avec leur père ou leur grand frère. Pour tous les habitants, le Brahmapoutre, c'est la source de vie. S'étendant sur les rives du Brahmapoutre, Guwahati, la capitale de l'Assam, autrefois appelée la Lumière de l'Orient, est aujourd'hui une ville sans charme particulier, mais une ville très active, mêlant, comme dans toutes les métropoles indiennes, tradition et modernité. Les pèlerins qui se prestent au temple Kamakya Mandir rappellent l'attachement de Guwahati au tantrisme, l'une des branches de l'hindouisme apparue au VIe siècle dans le nord de l'Inde.
J'arrive de Morgaon, un district de l'Assam. J'ai attendu pendant environ 2 heures. J'attendrai ici jusqu'à ce que les grilles s'ouvrent. Ensuite, j'irai voir la déesse mère et lui rendrai hommage. Après ça, je pourrai partir. Ces fidèles, venus faire leurs offrandes, ignorent probablement tout du tantrisme, qui repose sur la pratique des disciplines spirituelles et ultime contrôle avant de prendre la direction de Guwahati. Le capitaine envoie le country boat en éclaireur afin de sonder le niveau de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Dans la partie du fleuve où l'on naviguait jusqu'à présent, le niveau de l'eau a changé. On s'en doutait un peu. Dernièrement, l'eau est montée et la rive s'est érodée. C'est pour ça que le passage est fermé. On doit donc aller vérifier le niveau de l'eau. En contact téléphonique avec le pilote du country boat, le capitaine reprend sa navigation. Nous arrivons bientôt en vue de Guwahati, symbolisé par le grand pont métallique du chemin de fer qui enjambe le Brahmapoutre. S'étendant sur les rives du Brahmapoutre, Guwahati, la capitale de l'Assam, autrefois appelée la Lumière de l'Orient, est aujourd'hui une ville sans charme particulier, mais une ville très active, mêlant, comme dans toutes les métropoles indiennes, tradition et modernité. Depuis son classement en 1985 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le parc de Kaziranga attire un nombre croissant de visiteurs. On peut le parcourir en véhicule tout-terrain, mais pour observer la faune, rien ne vaut une balade à dos d'éléphant. Celui-ci, je l'ai depuis qu'il est bébé. Je travaille avec mon éléphant. Le mois d'avril est terminé. Maintenant, il va falloir trouver une autre activité. Abattre des arbres ou autre chose, n'importe quoi d'autre, selon ce qu'il y a à faire. Chaque éléphant reconnaît la voix de son mahout, celui qui le guide au quotidien. Donc si une autre personne l'appelle, il ne l'écoutera pas.
il ne suivra pas ses ordres et il ne bougera pas. Ce qui veut dire qu'il reconnaît la voix de celui qui l'appelle. Et si le guide a un hatyar, une corne avec lui, il arrivera à en reconnaître le son. Même si la voix vient de loin, l'éléphant pourra la reconnaître. Le parc abrite une faune d'une grande diversité. Éléphants, tigres, buffles, mais c'est le rhinocéros unicorne qui fait sa renommée. Alors qu'ils étaient autrefois des centaines de milliers, la population de rhinocéros tombe à 200 spécimens au début des années 1950. Sur les 2500 répertoriés aujourd'hui, plus de la moitié se trouve dans le parc de Kaziranga.